Les amis, on se retrouve pour le 7e épisode de Road to 500K qui est une série de vidéos dans laquelle je documente tout mon parcours d'investisseur et d'entrepreneur en essayant de vous montrer le plus de chiffres possible et en essayant d'être le plus transparent sur tout ce que je fais au niveau de mes investissements mais aussi au niveau de mon business et de mes finances personnelles. Et on se retrouve pour le 7e épisode aujourd'hui et comme d'hab, ça va être séparé en 3 parties. Une partie portefeuille bourse, le portefeuille SPAC, une partie business et une partie finance et patrimoine pour vous montrer mes revenus, mes dépenses et l'évolution de mon patrimoine. On va commencer par la partie bourse qui est, je pense, la partie qui vous intéresse le plus et ce pourquoi vous me suivez sur cette chaîne. Donc, on est parti. Ah oui, j'ai trouvé ce petit gif rigolo là, puisqu'en gros, l'objectif de cette série, c'est de parler de thunes et de ma sphère financière. Allez, c'est parti. Donc, il y a 2 pôles dans le portefeuille SPAC. Il y a les actions quality. C'est la partie sélection d'actions, actions individuelles du portefeuille qui est environ de 70% dans la répartition totale. Et il y a la partie socle passif avec les ETF pour environ 30% du portefeuille. On va commencer sur cette partie socle passif et je vous ai mis une petite capture d'écran de Portfolio Performance qui est mon outil sur lequel je traque absolument tout, toutes mes transactions, tous les frais que je paye, tous les impôts que je paye également pour avoir la performance la plus propre et la plus précise possible. Donc il y a 2 indicateurs de performance. Il y a le TWR. Donc le TWR, je vous ai mis une petite définition ici, c'est le taux de rendement pondéré dans le temps. Donc c'est une mesure de rendement et il est utilisé pour calculer la performance des stratégies d'investissement. Et en gros, ce qui est très bien avec le TWR, c'est que c'est une mesure de performance qui permet de comparer un portefeuille à un autre. Donc soit se comparer à des gestionnaires de fonds, soit se comparer à des indices. C'est pour ça que je l'ai mis ici avec mon TWR total et en dessous j'ai le TWR annualisé. Donc ce qu'on voit, c'est qu'au niveau du TWR, mon portefeuille ETF est légèrement devant le MSCI ACWI avec une performance annualisée de 13,97. Mais si on descend juste en dessous, on a le taux de rentabilité interne qui lui prend en compte le DCA. Et je pense que si vous investissez en bourse, vous vous êtes rendu compte que vous n'allez pas avoir la même performance sur l'argent que vous avez placé il y a 4 ans que sur celui que vous avez placé il y a 1 an. Donc, c'est à ça que sert le TRI, le taux de rendement interne, puisqu'il va vous permettre de calculer votre performance avec les apports de capital que vous avez fait. Donc là, je suis à 10,26 annualisé avec le DCA, ce qui est une performance tout à fait correcte. Et si je compare, je suis légèrement au-dessus du MSCI ACWI qui est mon benchmark. Donc, c'est plutôt cool. Ce qu'on voit au niveau du portefeuille, c'est que globalement, j'ai eu une meilleure performance en 2020, une performance un petit peu inférieure en 2021, une meilleure en 2022 et ensuite, ça a été à 2% près kiff en 2023 et là, je sous-performe un petit peu en 2024. Ce qui est intéressant aussi à regarder, c'est les données de risque sur les portefeuilles puisque au niveau du max drawdown, donc c'est la chute maximale du portefeuille, je suis à 14,76% contre 16,25 pour le MSCI ACWI. La durée maximum de cette chute est inférieure d'environ 100 jours et la volatilité du portefeuille est également inférieure. Donc c'est plutôt cool puisque au niveau du TWR, je suis légèrement au-dessus du MSCI ACWI et au niveau des données de risque, je suis moins risqué que ce dernier. Donc globalement, je suis plutôt content de la répartition du portefeuille et je suis en train de faire des petits ajustements dont je vais vous parler juste maintenant. Donc jusqu'ici, j'avais l'Amundi S&P 500 ESG+, anciennement Amundi S&P 500 classique, mais ils ont fait ce petit changement en fin d'année 2023 ou début 2024, je ne sais plus précisément. Donc j'ai décidé d'aller sur le BNP Easy S&P 500 qui est également très connu et pour ça j'ai fait une recherche, j'ai poussé l'analyse sur les ETF pour voir sur quels critères le BNP est meilleur que l'Amundi et globalement sur les 12 critères que je regarde, le BNP Easy S&P 500 obtient une note de 19,5 sur 20, ce qui lui donne 5 étoiles, alors que le Amundi PEA S&P 500 ESG obtient uniquement 3 étoiles. Il y a quelque chose que je regarde et sur lequel je donne pas mal de points sur les ETF, c'est la tracking différence. Donc la tracking différence, c'est la différence de performance qu'il va y avoir entre l'indice qui est suivi et la performance réelle de l'ETF. Et ça, c'est quelque chose de vraiment très puissant puisque vous allez pouvoir sélectionner des ETF avec une tracking différence positive comme le BNP Paribas Easy S&P 500 et vous allez obtenir une meilleure performance que l'indice suivi. Ici, depuis 10 ans, cet indice
fait 291,24%, alors que l'ETF fait 308,26%. Donc en gros, c'est presque de la performance gratos en plus grâce à une bonne gestion du gestionnaire, en l'occurrence ici BNP. Si vous voulez en savoir un peu plus sur les critères de sélection des ETF, j'ai une petite vidéo qui est sur ma chaîne, comment choisir les meilleurs ETF en bourse avec 5 critères. Je parle justement de la tracking différence, donc je vous laisse aller checker ça, je pense que ça peut vous aider. Ok, donc pour les ETF et pour le socle passif, c'est déjà pas mal. Ensuite, le gros morceau, ça va être les actions quality, et on va faire exactement la même chose, on va commencer par la performance. Au niveau de la performance, il y a eu une petite chute que vous pouvez voir juste ici. Donc ça, c'est l'année 2024. C'est écrit petit, mais c'est depuis début 2024 ici. Donc vous voyez que je flirtais avec le S&P 500. J'étais plus ou moins tout le temps corrélé. Et là, il y a eu une petite chute. Il y a eu une petite chute puisque il y a une action qui a pris assez cher après les résultats. Je vous en parle juste après. Globalement, mon portefeuille au niveau du taux de rendement annualisé, donc en TWR, il est à 15,84 contre 16,82 pour le S&P 500. Je le compare au S&P 500 puisque j'ai majoritairement à 95% des actions US dans ce portefeuille. Quand j'aurai des actions peut-être plus asiatiques, européennes et que mon portefeuille actions sera plus diversifié, je le comparerai peut-être au ACWI également. Mais là actuellement, il est trop concentré sur les US pour être comparé à un autre indice que celui-ci. Et au niveau du taux de rendement interne, je suis à 14,93, donc ce qui est également très correct avec les apports que j'ai fait petit à petit. Ce qu'on voit, c'est que sur 2022, j'étais à moins 5,9 alors que le S&P faisait moins 14, donc très bien. 2023, 28,1 alors qu'il faisait 22,4. Et en 2024, je suis pour le moment en dessous du S&P 500 avec 9,6 de performance contre 13,8. Au niveau des données de risque, j'ai un petit peu plus de volatilité, mais une chute maximale inférieure. Donc, globalement, je suis plutôt content. Qu'est-ce qui s'est passé et pourquoi j'ai eu cette chute au niveau du portefeuille? C'est ce qu'on va voir juste maintenant. En fait, c'est Intuit. C'est une action sur laquelle j'ai investi pas mal de capital qui a fait une annonce de résultat qui n'était pas mauvaise, on va le voir juste après. Mais les investisseurs ont mal réagi à cette annonce de résultat et on peut voir le drop qu'il y a eu ici. C'était fin mai. Et l'action a pris moins 15% en quelques jours, donc a été fortement sanctionnée. Et c'est là qu'on voit tout l'aspect psychologique et au niveau de l'horizon d'investissement des investisseurs également, puisque la réaction court terme me semble exagérée. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que tous les investisseurs n'ont pas le même horizon d'investissement que nous. Moi, j'investis sur le long terme, mais en fait, les prévisions de résultats d'Intuit ont été annoncées un petit peu inférieures à ce qui était prévu au préalable. Et c'est ça qui a été sanctionné par les investisseurs. Ceux qui sont là pour un trimestre, 2 trimestres, 1 an, forcément les prochains résultats sont importants. Pour moi, je suis là pour peut-être 10, 15 ans si l'entreprise évolue bien. Donc les résultats du prochain trimestre ne m'intéressent pas trop. Par contre, ce genre de chutes peuvent être de bonnes opportunités pour se replacer sur des entreprises que j'avais en portefeuille qui avaient atteint une valorisation trop élevée pour que ce soit intéressant de re-rentrer dessus. Et ce genre de chute peut être intéressante pour remettre du capital dessus. Si on regarde les résultats d'Intuit, je vais zoomer un petit peu. Ce qu'on voit, c'est que sur le Q3 2024, au niveau du bénéfice net par action, on est à 9,88 reporté. Donc une surprise, un résultat reporté qui est 5,30% supérieur à celui qui était estimé. Et si on compare au Q3 2023, il y a quand même une croissance de quasiment de 1,06 puisque c'était 8,92. Donc ça, c'est déjà une bonne indication. Les résultats sont très très loin d'être mauvais. C'est plus les prévisions qui font peur aux investisseurs. Et les prévisions plutôt court terme, comme je l'ai dit juste avant. Au niveau du revenu, pareil, au niveau du chiffre d'affaires, on a 6,74 milliards contre 6,02 milliards au Q3 2023. Donc encore de la croissance, ce qui est plutôt très positif. Et au final, quand on regarde l'évolution de la croissance d'Intuit au niveau de son chiffre d'affaires, donc c'est vraiment le top du compte de résultat, c'est la première ligne, c'est tout simplement les produits qui sont vendus fois leur prix, ce qui donne les revenus totaux de l'entreprise. Et ce qu'on voit, c'est que la croissance sur 1 an est à 12,90, sur 5 ans à 19,20 et sur 10 ans à 13,20. Donc, c'est une excellente croissance. C'est une très très bonne croissance. Et en plus, ce que j'aime beaucoup, et vous voyez que je donne beaucoup de points sur... en fait, c'est une analyse quantitative que je donne aux élèves de ma formation. Mais ce que j'aime beaucoup dans ces entreprises-là, c'est que la croissance à 5 ans est supérieure à la croissance à 10 ans.
tout cas les moyennes de croissance à 5 ans sont supérieures de celles à 10 ans. Et ça, c'est très positif parce que ça veut tout simplement dire que l'entreprise est plutôt sur une pente ascendante que l'inverse. Si on avait l'inverse ici, si on avait 19,20 de croissance sur 10 ans en moyenne et 13,20 sur les 5 dernières années, ça voudrait tout simplement dire que la croissance ralentit. Donc là, la croissance a tendance à accélérer et globalement, ce qui semble avoir été dit au niveau des résultats d'Intuit, c'est que la croissance va un tout petit peu ralentir. Mais ça reste une très belle croissance. Et c'est là tout le danger des entreprises qui font pas mal de croissance, c'est qu'on investit pour ces bons résultats-là, mais le jour où ils annoncent un petit ralentissement, vu que ces boîtes ont de hautes valorisations dues à leurs fondamentaux qui sont très bons, de suite c'est largement sanctionné comme ça a pu l'être pour Intuit. Donc ma position sur Intuit, elle est assez simple. Pour le moment, je conserve. Elle est encore un tout petit peu surévaluée par rapport à mon prix cible, mais si elle y retourne, je pense que je ferai un renfort parce que sur le long terme, je suis très confiant et je compte conserver cette boîte, voire même la renforcer, puisque pour moi, elle a tous les feux au vert. Donc ça, c'était pour l'explication de la chute de mon portefeuille. Maintenant, j'ai vendu 2 entreprises et je vais vous parler de la première que j'ai vendue. Il s'agit de Bristol Myers Squibb, qui est un laboratoire pharmaceutique. Cette boîte, je l'ai vendue le 29 avril 2024. J'ai vendu 21 unités, donc toutes les unités que j'avais, à un cours de 45,12 $. Si on regarde au niveau du cours de Bristol Myers Squibb, on voit que globalement, elle fait une mauvaise performance puisque sur 5 ans, elle fait moins 10,92%, alors que le S&P de mémoire, c'est environ 90%, donc vraiment une mauvaise performance. En plus de ça, j'ai vendu ici et on voit que ça continue de chuter. Et quand on se plonge dans les comptes de résultats et les résultats de la boîte, c'est pas forcément très étonnant. Ce qu'on voit, c'est que sur 2022, on a eu une petite baisse du chiffre d'affaires. Pareil sur 2023, ce qui forcément donne des profits bruts en baisse également, des bénéfices d'exploitation qui sont en baisse également. Et en fait, plus on descend, plus ça impacte les résultats. On voit seulement ici qu'au niveau des résultats nets, on a une petite hausse sur 2023. Mais quand on regarde le haut du compte de résultats, donc le chiffre d'affaires et les bénéfices d'exploitation par exemple, le fait qu'ils soient en baisse, c'est vraiment pas bon signe du tout. Et en plus de ça, si on regarde les prévisions futures, au niveau des revenus, c'est quand même pas la folie, puisqu'on voit que là, ça semble stagner. Et en plus, en 2026, il semblerait qu'il y ait une petite décroissance de prévu. Vous voyez qu'on retomberait à 44 milliards au niveau du chiffre d'affaires, ce qui correspond à moins que l'année 2021. Donc, globalement, les prévisions ne sont pas incroyables. Et c'est pour ça que c'est une action que j'ai décidé de vendre. J'ai un peu procrastiné sur cette vente, mais ça y est, elle est actée. Si on regarde au niveau de l'endettement, il y a aussi quelque chose qui me gêne, c'est que tous les ratios d'endettement sont en train d'augmenter. Quand on regarde le ratio dette sur capitaux propres, il était à des ratios très corrects sur les années. Ici, ça devait être... alors là, on est en 2023, 2024, 2023, 2022, 2021. Donc avant 2020, c'était plutôt très correct et depuis le Covid, ça a explosé puisqu'on est passé au-dessus de 1,30, 1,41 et là 3,48. Donc vraiment au niveau du ratio dette sur capitaux propres, ça a largement explosé. Au niveau de la dette long terme sur les fonds propres, pareil 3,10. La dette long terme sur l'actif total 0,52 et on voit que ça augmente petit à petit. Donc globalement, la dette semble de moins en moins maîtrisée, les revenus ralentissent, donc c'est pas forcément une entreprise qui est de très très bonne qualité, c'est pour ça que je l'ai vendue. Et quand on regarde l'analyse globale que je fais sur les différents critères avec les points que je donne, elle obtient une note de 10 sur 20, ce qui est pas une bonne note, ça fait environ 3 étoiles, il y a le barème juste ici. Vous voyez que ça fait à peine 3 étoiles. C'est à la limite entre 2 étoiles et 3 étoiles. Et moi, l'objectif pour le portefeuille Action Qualité, c'est de me concentrer sur des entreprises 5 étoiles ou 4 étoiles, puisqu'il y a également l'analyse fondamentale qualitative qui est excessivement importante, et éviter les entreprises en dessous de 4 étoiles. Et ce qui a également motivé ma décision, c'est que j'avais déjà 2 laboratoires pharmaceutiques en portefeuille, Johnson & Johnson et Merck, et ce sont 2 entreprises qui ont des meilleures notes que Bristol Myers Squibb. Ce n'est pas forcément des entreprises qui sont extraordinaires non plus. Je vais les réanalyser bien profondément pour voir si je les conserve encore un peu ou si je les vends également. Mais j'ai décidé de garder ces 2-là par rapport aux 3 entreprises pharma et donc de vendre Bristol Myers Squibb.
Si on regarde la deuxième entreprise que j'ai vendu Toronto Dominion Bank. Je l'ai vendu plus récemment, je l'ai vendu le 4 juin 2024. Pareil, c'est une entreprise qui n'était pas bien notée sur mes critères de notation et j'ai mis un petit cerveau parce que, en fait, ce qui m'a fait vendre cette entreprise-là, c'est que je ne comprends pas bien et je ne comprends pas totalement le secteur bancaire et son fonctionnement. Et je trouve qu'il est quand même important de comprendre absolument tout ce qui se passe dans nos boîtes parce que si on ne comprend pas, on ne peut pas réagir correctement. Et donc, vu que je ne comprenais pas cette boîte sur le bout des doigts, j'ai décidé de m'en séparer, sachant qu'en plus, au niveau de ses ratios financiers et au niveau de l'évolution de ses résultats, c'était pas non plus la folie. Donc, j'ai décidé de vendre cette boîte et voilà. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai réalloué ce capital sur une entreprise que vous connaissez bien. Il s'agit de Visa. Et là, quand on regarde au niveau des points attribués sur mon barème de notation, elle obtient 16,6 sur 20, ce qui est vraiment excellent. C'est à la porte du 5 étoiles au niveau quantitatif et financier. Le seul petit problème qu'il y a, c'est au niveau de la croissance. Et en fait, quand on regarde la croissance, c'est sur l'année 2020 où il y a eu une petite chute de toutes les transactions financières avec la pandémie et les confinements, ce qui a entraîné une baisse de revenus. Et donc forcément, ça impacte les moyennes à 5 ans des revenus et elles sont moins importantes que les moyennes à 10 ans. Donc elle a perdu pas mal de points sur la croissance. Mais ce qui est très intéressant avec Visa, c'est que l'inflation n'est pas un problème pour Visa puisqu'elle récupère un frais sur chaque transaction. Donc s'il y a de l'inflation et que les prix augmentent partout dans le monde, vu qu'elle prend un tarif forfaitaire, enfin un tarif au pourcentage, elle va récupérer de plus en plus d'argent. Donc presque l'inflation va faire augmenter ses revenus, ou en tout cas elle est protégée de l'inflation et ça va du coup impacter sa croissance positivement. Je ne vais pas faire une analyse de Visa complète parce que là je vois ça fait déjà un petit moment que je parle et il nous reste pas mal de points à aborder. J'ai fait une vidéo de 1 heure complète sur l'analyse de Visa dans le programme SPAC. C'est l'avantage des personnes qui me font confiance et qui me rejoignent dans le programme. Donc je leur montre tout ce que je fais dans les moindres détails au niveau de mon portefeuille et je fais des analyses vidéo où je détaille l'analyse poussée des entreprises que j'ai en portefeuille. Et si vous voulez en savoir un petit peu plus sur ce que je fais sur ma stratégie, j'ai un atelier 100% gratuit. Pareil, ça dure environ 1 heure. Je vous dévoile toute la méthodologie que j'ai mis en place. C'est complètement gratuit, donc allez checker. Je suis sûr que vous allez avoir plein d'informations très utiles. Vous avez le lien en description. Ok, donc au niveau des actions et du portefeuille en bourse, on est pas mal, on a fait le tour. Et globalement, ce qu'on va voir, c'est la performance totale de mon portefeuille. Donc, il y a à la fois le socle passif et les actions en quality. Et ce qu'on voit, c'est qu'au niveau du taux de rendement annualisé en TWR, je suis à 14,90 contre 13,43 pour le MSCI ACWI. Donc, je suis devant. Au niveau du taux de rentabilité interne, je suis à 13,53 contre 13,43 ici sur le TWR. Ce qui fait que même avec le DCA et même avec les apports, j'ai une performance similaire, donc ce qui est très bon. Ensuite, au niveau des paramètres de risque, là où je suis très content, c'est que j'obtiens une meilleure performance tout en ayant des paramètres de risque moins élevés avec 13,84 sur le max drawdown contre 16,25 et une volatilité de 25,95 contre 26,43. C'est kiff, mais globalement, j'obtiens une meilleure perf avec des paramètres de risque un tout petit peu moins élevés que le MSCI ACWI. Donc, je suis plutôt très content de cette stratégie et je vais continuer d'optimiser tout ça. Ok, ça c'était pour la partie bourse. Maintenant, on va partir sur la partie business de comment est-ce que je fais pour gagner de l'argent puisque la partie bourse est faite pour faire fructifier notre capital, notre épargne disponible. Mais pour aller plus vite en bourse, il faut plus de capital à investir. Et pour avoir plus de capital, il faut trouver un moyen de gagner plus d'argent. Et c'est en partie pour ça que j'ai décidé d'arrêter la kinésithérapie pour me focus sur mon business en ligne, sur YouTube, sur Instagram et sur l'accompagnement des personnes qui veulent progresser et se former en bourse. Et globalement, je continue dans cette voie-là avec des formations professionnalisantes pour devenir conseiller en investissement financier diplômé. J'ai passé le diplôme de CIF, je ne le suis pas encore, mais je suis en train de travailler sur la certification AMF. Et globalement, j'essaie de faire ma route dans cet univers-là et je vais vous montrer les chiffres de manière très transparente. Donc au niveau du mois de mai, j'ai eu des revenus totaux, donc un chiffre d'affaires total de 16 034 euros et j'ai eu en tout 7 432 euros de dépenses. Donc j'ai eu 3 172 euros de dépenses au niveau de mes équipes. Donc j'ai des personnes qui m'aident pour les designs, pour le montage, pour la mise en place
des emails, ce genre de choses. Je me suis un petit peu entouré parce que tout faire et tout faire bien, c'est très compliqué. Donc c'est mon plus gros poste de dépenses. Ensuite, j'ai la TVA, 1813 € de TVA. Et ensuite, j'ai du coaching, du matériel, ce genre de choses. Ce qui fait qu'aujourd'hui, pour un client, obtenir un client me coûte 495 € environ. Ensuite, au niveau des marges, je suis à un bénéfice brut de 10 414. Donc, bénéfice brut, c'est exactement la même chose que sur les boîtes, hein. On ne compte pas encore les impôts ni les taxes. Donc, bénéfice brut, 10 414. Et au niveau du bénéfice net, je suis à 8 601. Donc, une marge brute de 64,96 et une marge nette de 53,65. J'ai simplifié les choses, hein. On pourrait diviser marge brute et marge d'exploitation, etc. Mais ça reste un business qui est très simple. Donc, j'ai simplifié les choses. Globalement, on a la répartition de mes dépenses et on voit que mes plus grosses dépenses sont sur les personnes qui m'entourent. Donc, je pense que globalement, mon allocation est pas trop mal. J'ai 3 axes sur lesquels je travaille actuellement. J'ai l'acquisition, la délégation et le programme en lui-même. Au niveau de l'acquisition, je pense que vous êtes à peu près au courant de ce que je fais. J'essaie de faire des vidéos YouTube et du contenu sur Instagram. Sur YouTube, j'essaie de plus en plus de me concentrer sur des vidéos de valeur où je vous apporte un maximum de choses, un maximum de détails, de transparence, de chiffres, comme je peux le faire avec cette vidéo. Sur Instagram, j'essaie d'augmenter les formats courts avec pareil des formats où j'apporte de la valeur, faire des posts de qualité et prendre le temps de discuter avec les personnes parce que moi j'ai ce côté humain de la kinésithérapie, ce côté social qui est très important. Donc je ne veux pas être simplement un réseau social sur lequel, ou en tout cas un compte sur les réseaux sociaux sur lequel on vient grappiller du contenu et là où il n'y a aucune interaction. Donc j'essaie vraiment de voir les problématiques des personnes. Et je suis également en train de déléguer, donc j'ai délégué le montage des formats courts, j'ai délégué les designs sur Instagram parce que j'étais nul pour les faire. Je mettais 1 heure à faire un design qui était à la fin pas ouf, alors qu'au final une personne qui est qualifiée, je préfère la payer, elle le fait plus vite, elle le fait mieux et moi ça me fait gagner beaucoup de temps. Donc j'ai délégué cette partie-là et la prochaine étape ça va être de créer des process pour déléguer la programmation et essayer de construire un système au niveau de la création de contenu qui va me prendre de moins en moins de temps ou en tout cas je vais pouvoir me concentrer sur les tâches les plus importantes, c'est-à-dire la création de vidéos YouTube par exemple. Donc ça c'était un point rapide et ensuite sur le programme en lui-même, mon objectif c'est l'amélioration continue. Ce mois-ci j'ai fait 6 tutoriels sur les principaux courtiers, donc Fortuneo et Boursorama sur le PEA, DeGiro, Scalable Capital, Interactive Broker et Trade Public sur compte titre. J'ai également fait des vidéos sur le suivi de portefeuille. Je vous en ai montré un petit bout tout à l'heure. Donc là, la dernière en date dure quasiment 1 heure où je vous montre vraiment tous les détails sous ce format-là de mind map. Et je suis très content parce que j'ai vraiment de bons retours. Je fais des réponses vidéo aux personnes. Là, Antoine me dit merci beaucoup pour cette vidéo, explication super claire, je te remercie vraiment. Derrière, les retours sont très bons. Corentin, je ne vais pas forcément vous les lire, hein, c'est pas le but, mais Pierre, il y a Justine. Donc globalement, je suis très content des retours que j'ai et forcément, ça motive à travailler encore plus. Ok, pour la partie business, on va passer. Je pense que je vous ai donné les informations essentielles et on va aller sur la partie finance et l'évolution de mon patrimoine. Juste avant, j'ai besoin de vous 2 secondes, juste laisser un petit commentaire pour savoir et pour me dire l'ordre sur lequel vous préférez que je fasse cette vidéo. Est-ce que vous voulez que je parle en premier de bourse, puis de business, puis de finance perso, ou alors de bourse, de finance perso et à la fin de business parce que c'est pas forcément ce qui vous intéresse le plus. Donc voilà, dites-moi sous ce format-là, 1, 2, 3. Ça permet déjà de référencer la vidéo, donc je vous remercie. Et en plus de ça, comme ça me permet d'améliorer ce format. Deuxième petit aparté avant de passer aux finances perso, cette map que j'ai dessinée avec toutes les ressources, vous pourrez la télécharger en description, vous avez un lien. Donc en gros, vous avez un lien vers l'atelier et un lien vers cette map complète que vous pourrez rechecker de votre côté ensuite. Ok, donc pour cette dernière partie, on va voir les revenus dépenses et l'évolution de mon patrimoine global. Donc on va commencer par les revenus dépenses, on va aller voir un peu le chiffre d'affaires que j'ai rentré. Donc au global, au niveau du chiffre d'affaires, j'ai rentré 16 034 €, on l'a vu au niveau de ma SASU, au niveau de ma société, l'activité digitale. J'ai rentré 340 € au niveau de la kiné, c'était des facturations en retard, des mutuelles globalement qui m'ont payé un petit peu en retard. Et ensuite, j'ai toujours mes loyers qui me permettent d'avoir un petit revenu au niveau personnel, qui me permettent de couvrir les crédits grosso modo. Au niveau des dépenses, j'ai eu 7 432 € de dépenses au niveau de la SASU, on l'a vu. J'ai eu 8 892 € de sorties
de dépenses au niveau de la kiné. Donc c'est pas réellement des dépenses, c'est de l'argent que je devais à mon remplaçant. Mais grosso modo, quand vous avez une sortie trésorerie de 8 892 € et que vous avez rentré 340 € au niveau de la kiné, forcément ça fait un trou dans le budget puisque ça fait un flux de trésorerie négatif de 8 500 €. Ce qui fait que au final, j'ai eu 3 198 € en perso, j'ai moins dépensé que le mois dernier, mais au global, j'ai eu 19 522 € de flux de trésorerie négatif, donc de flux sortant, contre 17 884 € de flux entrant. Donc, problème dans l'équation, plus de charges dépenses que de revenus, ce qui fait que c'est le premier mois depuis longtemps où je suis en négatif au niveau total. Au niveau professionnel, je suis à l'équilibre, donc 16 313 € de revenus. C'est tout simplement mes revenus, ici la SASU plus ceux de la kiné, et les dépenses professionnelles, c'est les dépenses de la SASU plus les dépenses de la kiné, ce qui fait que en gros, j'ai eu 49 € de bénéfices au cumul des deux activités. Ce qui n'est pas incroyable. Mais après, c'est également quelque chose qu'il faut accepter en tant qu'entrepreneur. Il y a des mois où ça rentre très fortement, comme ça a pu être le cas en janvier où j'avais facturé tous mes patients kinés et où j'avais lancé mon programme SPAC, où j'ai eu beaucoup de trésorerie entrante. Et là, ce mois-ci, c'est un peu moins. C'est pour ça que je fonctionne toujours avec des moyennes pour savoir combien de chiffre d'affaires je rentre, combien de charges professionnelles j'ai en moyenne et ce qui me donne en fait mon bénéfice moyen. Pareil pour le perso, je fonctionne avec des moyennes. Donc j'ai eu au final les revenus donc de 11 509 € de bénéfices global avec les loyers. J'essaie vraiment de faire une vision globale. Au niveau de mes dépenses perso, je suis à 3 255. Donc j'ai environ 8 255 € d'épargne. Sachant que ces chiffres sont un petit peu faussés parce qu'il y a quand même beaucoup d'épargne qui est dans la société et pour les sortir, je vais devoir payer des charges sociales. Mais ça se verra de toute façon ici à un moment donné. Donc moi, je ne sais pas si c'est clair pour vous, mais moi, je m'y retrouve. Et ensuite, au niveau des revenus passifs, on voit que ça augmente un petit peu. 24 € en janvier, 44 € en février, 89 € en mars, 87 € en avril, 125 € en mai. Et en fait, tout simplement, ces revenus passifs, ils augmentent parce qu'il y a à la fois les dividendes, mais aussi une partie de la trésorerie de ma SASU que j'ai placée sur un compte à terme. C'est ce que j'ai mis ici. Hop, vous voyez, j'ai mis au niveau de la SASU, j'ai mis en place un compte à terme à 4,10% et j'ai placé pas mal de trésorerie dessus, ce qui me permet d'avoir des intérêts et donc des revenus passifs qui restent dans la boîte, mais quitte à avoir de la trésorerie, autant la faire fructifier et je suis assez content, j'ai mis ça rapidement en place. Au niveau de la répartition globale de mon patrimoine, donc rappelez-vous, on m'a souvent reproché d'avoir trop de cash et au final, j'ai bien fait d'avoir trop de cash puisque sur l'arrêt de la kinésithérapie, j'ai des flux de trésorerie qui sont négatifs comme je vous l'ai montré et forcément en perso ça impacte mon cash. Donc aujourd'hui je suis à 11,8% de cash et ça va encore baisser parce que le mois prochain je vais encore avoir une sortie au niveau de la kiné. En bourse j'ai 35%, au niveau de l'immobilier environ 18%. Private equity ce sont les parts de la société de kiné. Donc en gros c'est un bien joli nom pour simplement dire que j'ai des parts dans le cabinet, mais bon, c'est plus stylé de dire private equity que part du cabinet de kiné. Ensuite, le CB recté, c'est ma SASU, donc c'est toute la trésorerie que j'ai dessus. Donc au final, j'ai quand même quasiment 31% et j'ai une toute petite part en crypto qui est à 0,6%, mais qui est un petit peu supérieure puisque j'en ai également via un ETP que je compte dans le socle passif. Donc au niveau de la répartition, ça donne ça. Et ensuite, au niveau de l'évolution, ce qui s'est passé ce mois-ci, c'est que je n'ai pas réellement évolué. J'étais à 231 423 € fin avril, enfin début mai, et je suis à 231 844 € début juin. Donc il y a eu une évolution de 420 €, un truc comme ça, ou à peu près. Et globalement, depuis le début de l'année, je suis quand même très content puisque ça me fait une évolution de 29,20%, ce qui est assez fou, sachant que l'année dernière, j'avais fait environ 30% d'évolution. Et là, il reste encore plus de la moitié de l'année. Donc globalement, je suis très satisfait. Je vais continuer mes efforts pour progresser et surtout passer la barre du demi-million de patrimoine brut, puisque je viens de m'apercevoir en faisant cette vidéo que je suis vraiment pas loin. Donc ça, c'est plutôt cool. Voilà les amis, je pense qu'on a fait le tour. J'ai été le plus exhaustif possible. J'espère que ça vous a plu. Je vous mets juste ici le dernier épisode de Road to 500K. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à vous abonner si cette série vous plaît et mes autres vidéos également. Et moi, je vous dis à très vite. C'était Clément. Ciao.